journal vous est offert par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue sur notre édition du soir. Édition que nous débutons avec le Conseil des ministres qui a pris la décision de mettre en valeur la ceinture verte de Niamey le vendredi 17 janvier 2020. Et déjà, les réactions fusent de partout. Amadou Haruna et Bachar Hainikoy pour le reportage. La ceinture verte morcelée et vendue est toujours en chantier. Va enfin souffler tranquillement. Le Conseil des ministres du vendredi dernier en a ainsi décidé. Une décision très bien accueillie par les professionnels de l'immobilier. Par rapport à la réhabilitation de la ceinture verte, moi je pense que c'est une décision que le gouvernement aurait dû prendre bien avant. Parce que la majeure partie de la ceinture verte a été lotie et même habitée. Et en son temps, il y a des ministres qui ont essayé d'agir par rapport à la dégradation de la ceinture verte, mais c'était resté en vain. Moi, je pense que la décision du gouvernement doit être bien accueillie parce que la ceinture verte a été créée pour protéger la ville de Niamey. Mais ça, c'est le côté positif. Mais malheureusement, la ceinture verte était devenue un nid de bandits, de criminels et de voyous de toutes sortes. La question qui se pose désormais est celle-là de l'indemnisation des propriétaires des parcelles-là, même encore construites dans la ceinture verte. Les conclusions du Conseil des ministres du vendredi dernier ont bien précisé que les parties qui ont été viabilisées ne seront pas touchées par cette réhabilitation. Au contraire, je crois que le gouvernement va devoir penser aux arbres qui ont été détruits. Ça, c'est de façon officieuse. C'est de façon officieuse. Je pense que tout arbre détruit va faire l'objet d'un dédommagement. Tout celui qui coupe un arbre, il doit payer. Les coutumiers qui sont propriétaires de ces lieux qui n'ont pas été dédommagés. Donc, il faut que le gouvernement puisse penser à ces gens-là. Mais le fait de réhabiliter cette ceinture verte n'est qu'une bonne chose pour la ville de Niamey. Pendant des années, la ceinture verte qui protège la ville de Niamey avait été abandonnée, livrée à elle-même, à la merci des actions nuisibles des hommes qui sont loin de connaître son utilité. C'est en vue d'activer le potentiel des femmes politiques et améliorer leur implication dans le processus électoral que se tiendra 2 jours durant un atelier de formation des femmes politiques à l'Académie des arts martiaux. Plus de précisions dans ce compte-rendu de la rédaction de Tambara. Cet atelier de formation des femmes politiques initié par l'ONG FAD en partenariat avec la Fondation nationale pour la démocratie s'inscrit dans le cadre du projet Activer le potentiel des femmes politiques en vue d'améliorer leur implication dans le processus électoral. Pour la coordinatrice de l'ONG FAD, le choix de ce thème n'est pas fortuit. Le travail qui vous revient est un travail très sérieux. C'est maintenant que vous devrez vous préparer à cela. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de partis politiques qui sont créés. Et il y a au moins une centaine de partis politiques au Niger. Même le choix aujourd'hui de militer dans un parti politique, c'est un choix difficile qu'il faut faire. Vous êtes déjà dans des partis politiques, il faut vous donner une valeur. Il faut valoriser votre présence au sein de ces partis politiques. En montrant vraiment que vous
vous voulez un résultat, vous avez un objectif et vous voulez l'atteindre. Le problème que nous avons rencontré, malheureusement, c'est très difficile de trouver des femmes qui ont vraiment une réelle ambition politique. On identifie des femmes qui ne savent même pas pourquoi elles sont dans les partis politiques, qui ne savent même pas ce qu'elles cherchent dans les partis politiques. Il faut que ça cesse. Ne perdez pas vos temps dans les partis politiques si vous n'avez pas un objectif très clair. Aujourd'hui, on vient de rehausser le quota des femmes. Il ne suffit pas de demander ou bien de mener des plaidoyers pour que le gouvernement revoie à la hausse le quota. Mais c'est un travail qui revient aux femmes de faire en amont. Un travail qui tend vers la parité, où dans peu de temps, on dira que les femmes n'auront plus besoin de quotas, mais elles vont à la parité. Il faut qu'au niveau de tous les postes décisionnels, qu'il y ait 50% des femmes, 50% des hommes. La femme doit donner le meilleur d'elle au sein des partis politiques et surtout avoir l'estime de soi. Je fais partie d'un parti politique, mais aucune décision n'est prise dans ce parti politique-là sans notre aval, membre de la COFEMEP, tout là où on est. Donc vraiment, je vous exerce à participer, à donner de vous-même tout ce que vous avez, demander, poser des questions, parce que c'est le cadre idéal ici entre nous pour qu'on puisse s'entraider et pour pouvoir rehausser, pour qu'on puisse avoir l'estime de nous-mêmes. Parce que c'est l'estime de soi qui manque. Donc n'ayez pas peur vraiment. Il y a d'autres qui sont à leur première participation, il y a d'autres qui sont habitués. Donc vraiment c'est ensemble, partageons-nous nos expériences pour qu'ensemble la femme puisse gagner dans les partis politiques. Notons enfin que cet atelier qui se tient à l'Académie des arts martiaux durera 2 jours et permettra aux femmes politiciennes d'être bien outillées sur leur implication effective dans tous les aspects du processus électoral en utilisant leur pouvoir de rassemblement pour réunir divers groupes et perspectives et ne plus être une simple militante et animatrice au sein des partis politiques. La suite de ce journal avec le syndicat national des enseignants-chercheurs et chercheurs du supérieur XNEX qui a lancé un mot d'ordre de grève d'1 mois à compter du lundi 20 janvier 2020 jusqu'au 19 février 2020 sur l'ensemble du territoire nigérien. Une de nos équipes a fait un tour à l'université Abdou Moumouni de Niamey pour constater le fait de cette grève. Ralia Sami et Issifou Abdou dans ce reportage. Salle fermée, amphithéâtre et faculté quasi désertées, voici le visage qu'offre l'université Abdou Moumouni de Niamey en ce jour, lundi 20 janvier 2020. Pour cause, la grève entamée par les enseignants-chercheurs du Niger pour la revendication de certains de leurs droits. Ainsi, toutes les activités académiques et pédagogiques sont suspendues jusqu'au 19 février prochain si les différentes revendications du SNEX ne sont pas prises en compte. Ce sera une véritable paralysie pour l'enseignement supérieur. L'enseignement supérieur est négligé ici chez nous, alors que ailleurs c'est la cheville ouvrière, c'est là-bas que se forge la relève du pays. C'est là-bas que tous les investissements sont consentis pour permettre à ce que les pays aient des ressources humaines fiables et qualifiées pour relever les défis éventuels auxquels ils seraient exposés. Malheureusement, ici chez nous, c'est effectivement, hormis la génération future qui est sacrifiée, c'est nous, fils des pauvres, notre destin qui est en train d'être crucifié, d'être balkanisé, d'être torturé et trituré. Crions en tout cas fort à qui peut l'entendre et à qui peut s'impliquer pour que cette question soit résolue le plus vite possible, le plus tôt possible, que ceux qui peuvent contribuer à mener une contribution la fassent. Parce que nous, à notre niveau, tout ce que nous pouvons faire, c'est d'entreprendre des démarches pour que, en tout cas pour amener les deux parties, à savoir le SNEX et le gouvernement, à voir l'intérêt du pays, à voir l'intérêt des universités publiques du Niger. Parce que tout simplement, nous sommes dans une année où tout le monde, que ce soit le gouvernement, que ce soit le SNEX, que ce soit nous autres les étudiants, nous le crions en tout cas haut et fort. Nous voulons nous investir pour résorber les retards académiques. Imaginez, il y a des facultés où actuellement des sections où l'année académique 17-18, pas 18-19, 17-18 n'est pas finie. Où d'autres facultés sont en train d'observer toujours encore l'année académique 18-19.
et que on dit qu'au début de cette année académique 19-20, nous débutons avec des grèves. Et ça veut dire que cette situation n'est pas prise à cœur. Et donc c'est le lieu de lancer un cri de cœur au gouvernement pour qu'il crée les conditions de ramener le calme et la sérénité dans les universités publiques. L'année académique 2020-2021 vient à peine de commencer et l'on enregistre déjà des perturbations de cours et cela pourrait aller jusqu'à une durée d'1 mois, ce qui est inédit. Les conséquences seront certes fâcheuses et entacheront les études supérieures si toutefois solution n'est pas trouvée à ce bras de fer qui oppose enseignants au ministère de tutelle. Les deux parties doivent ainsi nécessairement trouver un terrain d'entente afin de pouvoir redonner à l'école publique nigérienne ses lettres de noblesse. Autre aspect dans ce journal, depuis la reprise des classes après les congés de Noël, les cours se déroulent normalement au CG1 de Yantala. Au CG1 Yantala de Niamey, c'est le constat de notre reporter Sharifatou Suleiman qui a tendu son micro au directeur du dit établissement, ainsi que les élèves. Voici ce qui ressort de leur entretien dans ce reportage. Depuis la reprise des cours le 2 janvier 2020, de retour de congé de Noël, les cours se déroulent normalement. C'est ce qui ressort de la bouche du premier responsable de l'établissement CEJ Yantala 1. Il y a eu évolution dans le programme. En ce qui concerne l'exécution des programmes, ça va de 25 voire même 40% dans certaines classes. Donc c'est dans le déroulement normal de l'année. Cette année, Dieu merci, le cours se déroule normalement. Il y a eu moins de perturbations, que ce soit du côté des élèves ou du côté des enseignants. Donc nous espérons que ça puisse continuer dans ce sens. En réalité, c'est quand le primaire est faussé, on ne peut rien faire au niveau du secondaire. C'est le primaire qui représente la fondation. Si au niveau du primaire, c'est raté, c'est fini, on ne peut rien faire. Ici, au niveau du secondaire, on ne fait que du colmatage, tout simplement. Le niveau des élèves est satisfaisant. Enseignants et élèves s'en félicitent, même si ils rencontrent certaines difficultés. On fait des devoirs continus, des devoirs contrôlés à tous les niveaux, dans toutes les classes. On devrait le faire avant d'aller en congé, mais nous avons eu des petits problèmes qui ont fait en sorte qu'on les a reportés. Sinon, à chaque 1 mois et demi, on s'arrête et on fait un contrôle général avant les compos. On fait un minimum de 2. Si le temps le permet, souvent on va jusqu'à 3 épreuves, 3 devoirs continus. Et puis après suivre les compositions. Le niveau, je pense qu'il est mitigé. Parce que les enfants viennent avec des tas que nous cherchons à rehausser. Et si vous faites le constat entre la 6e et la 3e, vous allez remarquer que le niveau change de 1 ou 2, voire 4 points. Donc les enfants viennent avec, je peux dire 8 sur 20, mais arrivés en 3e, ils vont tourner autour de 9 à 10. Et je pense que le niveau est acceptable chez nous. Être toujours derrière ces enfants-là, pour que à la fin, le résultat soit meilleur. Et sinon, nous faisons tout de notre mieux pour que les choses aillent. Et je pense que vous le constatez, il est rare de trouver des écoles dans lesquelles on fait 2, 3, 4, 5, 6 évaluations avant la fin de l'année. Pour aujourd'hui, je dirais Dieu merci parce que tout s'est bien passé. Oui, je pense avoir les meilleures notes. Pour terminer, le directeur du CEJ Yantala 1 reste confiant quant au résultat qui sera issu des évaluations des élèves pour le second trimestre. Le Niger accueille les travaux d'un atelier de prise en charge des enfants déscolarisés et non scolarisés en vue de leur garantir une éducation de qualité d'ici 2030. Et c'est avec l'appui financier de la Banque islamique de développement. Les acteurs de l'éducation accueillent favorablement la tenue de cet atelier. Valia Sami pour les détails. Depuis son accession à la magistrature suprême de l'État, le chef de l'État, Issoufou Mamadou, a fait de l'éducation son cheval de bataille. C'est ainsi qu'il s'est engagé à rendre l'éducation gratuite et obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Cependant, malgré les efforts fournis pour la concrétisation de cette ambition, beaucoup d'enfants restent privés de ce droit à l'éducation et d'autres s'arrêtent à mi-chemin. On parle ainsi d'enfants déscolarisés et non scolarisés. Et c'est justement ce groupe d'enfants
enfants que le Niger s'est engagé avec ses partenaires à leur assurer une éducation de qualité. Nous accueillons avec satisfaction cet atelier qui amène les partenaires à aider le Niger pour qu'il y ait une éducation, l'accès d'abord à tous les enfants à une éducation d'abord, ensuite une éducation de qualité. On estime à peu près à plus de 2,5 millions, donc 2,5 millions d'enfants qui sont hors du système scolaire. Or, nous savons bien que ces personnes-là qui n'ont pas accès à l'éducation, qui versent dans l'obscurantisme et qui souvent deviennent des cas difficiles à gérer et qui peuvent aller même dans l'extrémisme, voire même dans le terrorisme. Donc, cette offre-là est la bienvenue. Cet atelier, en tout cas, nous l'accueillons avec satisfaction, avec joie. Et nous souhaitons que les recommandations issues de l'atelier puissent servir le Niger à mieux inscrire tous les enfants à l'école. Du reste, le président de la République a dit que l'école doit être d'abord gratuite, obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Cela veut dire que même du point de vue national, des dispositions sont prises. Mais c'est les moyens financiers qui manquent. Or, les partenaires sont venus pour apporter ces moyens financiers. Je pense que c'est une occasion, c'est une aubaine. L'État doit s'en saisir, doit s'en servir et de façon rationnelle. Ainsi, pour atteindre cet objectif, tous les acteurs du domaine doivent conjuguer leurs efforts. Pour les parents d'élèves, nous pensons d'abord qu'il faut continuer la sensibilisation. Ils doivent comprendre que l'avenir de leurs enfants, dans le système, c'est à l'école. Les enseignants doivent se dire que l'outil école, n'est pas donné à n'importe qui d'être enseignant. Deuxièmement, c'est de dire que le travail qu'ils font aujourd'hui pour eux, mais aussi c'est pour l'État, c'est pour le devenir du pays. Puisque l'éducation, c'est un monde sans frontières, rien ni personne ne doit ou ne peut arrêter l'éducation. À l'ensemble des Nigériens, c'est de dire nous devrons contribuer au développement de l'éducation, d'une éducation de qualité. Maintenant, il y a d'autres acteurs comme les COGES, les CGDS, qui doivent participer au suivi de ce qui se passe dans les écoles. L'enseignement, les fournitures qu'on amène, ils doivent s'assurer justement que ces fournitures-là, effectivement, sont arrivées dans les mains de leurs enfants et que les parents d'élèves suivent de près l'évolution donc du système. C'est très important. Le gouvernement doit s'assurer que les fonds qu'on met à sa disposition, en tout cas, soient utilisés à bon escient. L'éducation étant une question qui engage tout un chacun, est aussi un droit inaliénable pour tous les enfants. Il importe donc d'encourager et saluer les efforts du gouvernement et de ses partenaires dans ce domaine qui sont en train d'envisager de mettre chaque enfant hors école dans son droit. Retour dans ce journal sur la situation des demandeurs d'asile de retour de la Libye, où, comme vous le savez, se sont pris à leur site d'hébergement où ils ont presque tout brûlé. Ces demandeurs d'asile demandent au HCR d'accélérer la procédure pour l'obtention des cartes de réfugiés. Le reportage de notre stagiaire Afang Beji Kossi et Moumouni Abdrahman. La situation des migrants réfugiés actuels au Niger devient de plus en plus inquiétante et nécessite une volonté et un engagement manifeste des institutions en charge de régulation des statuts des réfugiés, tant dans l'amélioration des conditions de vie que dans le traitement et la finalisation des documents de voyage qui semblent être compliqués ou parfois assez lents. Voilà, malheureusement, nous l'avons tous appris depuis le week-end écoulé que des migrants qui sont basés dans le camp du HCR en attendant la procédure sur le statut de réfugié, ils ont, face à un mécontentement, ils ont incendié le camp. Donc voilà la situation elle n'est pas du tout bonne, il y a une tension en ce moment. Comme vous le savez, sur 331 maisons qui ont été préfabriquées, on se rend compte qu'il y a seulement une trentaine, exactement 35 maisons qui aujourd'hui ont pu être sauvées. Même leur infirmerie, ils l'ont saccagée. Et aujourd'hui, le procureur, durant sa sortie publique, a fait savoir que 335 migrants
ont été interpellés. On a vu avec eux-mêmes des armes blanches et tout qui ont servi à l'incendie et tout. Donc actuellement ils sont en détention, ils sont en interrogatoire si on peut le dire, pour savoir ce qui se passe. Mais la fois passée, mardi dernier, lorsque la représentante du HCR était à Agadez, elle a fait savoir que les échanges n'ont pas évolué parce que les réfugiés ont préféré garder, la plupart a préféré garder le silence. À l'état présent, les réfugiés vivant dans la région d'Agadez ont fait le choix d'incendier leur logement. Qu'est-ce qui peut expliquer tous ces agissements? Il faut aussi le rappeler que ces réfugiés sont actuellement interpellés au tribunal d'Agadez pour répondre de leur acte. Alors, selon les réfugiés, les migrants, en fait, ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis l'année passée, ils manifestaient. Ils manifestaient depuis l'année passée, comme quoi il y a une lenteur dans le traitement de leur dossier. En mars 2019, le gouverneur avait mis en garde les migrants parce que, en voyant la tension qui est en train de s'escalader et qui prenait une autre tournure, et je ne pense pas que migrer est une mauvaise chose. Migrer n'est pas du tout une mauvaise chose. Migrer est une bonne chose. Maintenant, il faut le faire dans les conditions. Si je prends le continent européen, c'est différent de la CEDEAO, par exemple, en Afrique de l'Ouest, où je peux prendre un billet tout de suite, aller à Lomé, aller à Accra, sans forcément obtenir un visa. Mais ce n'est pas le cas en Europe. Donc voilà, c'est une question de rester, de se conformer aux lois. Face à de telles situations, les autorités en charge des questions humanitaires doivent œuvrer pour trouver des solutions pérennes au problème de l'immigration irrégulière. Point final de cette édition sur le miroir de la femme. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme. Au revoir. Ce journal vous a été offert par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager. Radio Télévision Tamara 107 MHz. La voix de la femme. Tamara. Enfin, la télé. Shabby, you know you they make me colo.